Cheikh Khaled Bentounes, bonjour et bienvenue à vous sur les ondes de Radio Ramim. Laissez-moi tout d'abord vous présenter. Vous êtes le leader spirituel de la voie Soufi Alaouia. Vous êtes le président d'honneur de Aïssa ONG International, des scouts musulmans de France et d'Europe et membre fondateur du Conseil français du culte musulman. Vous êtes écrivain, vous êtes pédagogue, vous êtes conférencier et vous avez parcouru le monde entier portant le message de la paix. Vous êtes un homme de dialogue, vous êtes un homme qui a participé et vous avez choisi une voie étendue lors du sommet des consciences de la COP 21 à Paris en 2015. Vous êtes un homme d'action et vous êtes l'initiateur de la Journée internationale du vivre ensemble en paix auprès des Nations Unies en 2017. Cher Cheikh Khaled Bentounes, pouvez-vous nous parler de l'origine du festival que nous célébrons aujourd'hui même, sa 10e bougie que nous soufflons ensemble, et quels a été vos objectifs à l'époque? Ah, oui, ça nous rajoutait de 10 ans, effectivement. Euh, C'était d'abord une rencontre entre des personnes qui étaient liées par je dirais, une amitié, mais une amitié tout à fait légère. Elle n'était pas profonde, on se connaissait. Il y avait des gens qui avaient lu mes livres, j'avais donné quelques conférences. Et c'est comme ça que les choses ont commencé à se dessiner. Et puis un jour, à l'occasion d'une rencontre, parce qu'on a des rencontres spirituelles, où il y a des prières, il y a des, vous savez, dans la tradition spirituelle soufie, et il y a des concerts, ce qu'on appelle concerts spirituels, donc des réunions spirituelles, où il y a des chants, où il y a des prières. On avait invité une dizaine de personnes, des Canois d'origine, en tant qu'amis, en tant que voisins, en tant les uns connaissaient les autres. Et c'est comme ça que ce premier cercle s'est réuni et on a dit comment maintenir, comment faire vivre ces relations amicales entre nous dans un partage qui soit inscrit dans une continuité et approfondir notre connaissance les uns des autres. Et c'est comme ça, il y a 10 ans, au mois de novembre d'il y a 10 ans, eh ben, s'est créé ce vivre ensemble à Cannes, qui regroupait, qui n'était pas une association, mais c'était au début des représentants de diverses religions. Il y avait la communauté hébraïque, donc juive de Cannes, donc il y avait le rabbin de Cannes, il y avait le représentant des catholiques qui est décédé aujourd'hui, un saint homme, quelqu'un de gentil, quelqu'un de très serviable. Il y avait aussi le représentant des moines qui sont dans l'île qui est devant nous, l'île des Lérins, et des protestants, des bouddhistes, un représentant du bouddhisme, et l'imam, un imam à Cannes, et moi-même qui représentais l'islam. Et ce petit noyau a décidé de créer comme un collectif cannois où les représentants des traditions échangeaient entre eux et faisaient en sorte que nous puissions inscrire des rencontres continues, une fois par mois, c'était des rencontres d'échanges entre nous. Et puis petit à petit,
ce vivre ensemble qui commençait a commencé à intéresser d'autres personnes, qui nous ont rejoints. Et on était, ça faisait à peu près une quinzaine, après une vingtaine, après une trentaine, donc ça a pris. Ça s'est agrandi. Ça s'est agrandi. Et nous voulions le marquer par un événement pour faire en sorte que Cannes, qui est quand même, n'oublions pas, une vitrine quelque part, tout le monde connaît Cannes à cause de le festival du film. Donc de marquer un événement qui resterait dans les mémoires. Et on a fait une procession. Et cette procession, eh ben, elle partait d'un lieu de culte et visitait les autres cultes, un par un. Donc la première, bon, elle sortait de la mosquée, donc tout le monde se regroupait à la mosquée de Cannes. De la mosquée de Cannes, on allait à la synagogue. Le groupe des juifs pratiquants de Cannes nous rejoignait. On partait vers le temple protestant, se rajoutait le groupe des protestants, et chemin faisant, à chaque fois on s'arrêtait devant chaque lieu religieux et on se dirigeait vers la croisette, tous ensemble, et on avait invité, forcément, bon, de faire une manifestation comme celle-là, demander qu'il y ait des autorisations de la part de la mairie, qu'elle soit d'accord, et la mairie de Cannes avait vu d'un bon œil que les communautés cannoises se réunissent et pratiquent ce vivre ensemble et se faire ensemble à travers cette manifestation qui, dès le début, a été acceptée. Et on avait les familles qui venaient avec leurs enfants. Petit à petit, c'est un village de toile qui s'est bâti au cœur même du centre de Cannes. Et puis les familles, chaque famille, les uns avec des gâteaux, les autres avec de la nourriture, les autres du thé, du café. Bon, il y avait un échange qui était vraiment cordial, fraternel. Et en plus de ça, ben, il y avait des chorales qui venaient chanter, un orchestre. C'était aussi festif, oui, pour donner à ce vivre ensemble, l'inscrire, si vous voulez, dans la joie et dans l'entente et dans un échange fraternel entre tous. Et puis, chemin faisant, les choses ont commencé à se structurer, donc il y a eu des échanges, chaque communauté commençait à inviter tout le monde chez elle, donc une fois c'était à la mosquée, une fois c'était à la synagogue, une fois c'était au temple, une fois c'était à l'église, et puis on célébrait le Mouloud, on a célébré plusieurs Moulouds à Cannes où tout le monde venait assister avec nous à la célébration du Mouloud. Et ce vivre ensemble, l'idée même de ce vivre ensemble a commencé à prendre une forme et une visibilité. Et c'est là que l'association Aïssa, qu'on préparait en 2014, donc là on est en 2011, le début c'était 2011, et 3 années après, donc en 2014, il y avait la rencontre à Oran, la grande rencontre où il y avait plus de 6500 personnes qui étaient présentes, de plus de 24 ou 26 pays, si ma mémoire est bonne. Cette rencontre du Congrès international du féminin, Parole aux femmes. Et le groupe de Vivre Ensemble, en tous les cas, les représentants sont venus assister avec nous. Donc,
de là, c'est parti vers l'autre rive de la Méditerranée. Et ce colloque était tellement, comment je dirais, bon, ça a duré une semaine, hein, c'est une semaine, tellement fort, tellement, c'était la première fois qu'un tel événement se faisait dans un espace de liberté, un espace d'expression. Et c'était la première fois aussi où les femmes ont pris la parole et échangé avec des savants, des ulama, des théologiens, traditionnalistes. Et c'était la première fois aussi où on a eu l'occasion d'inviter des théologiennes femmes. On ne savait pas qu'il y avait des théologiennes musulmanes femmes de Tunisie, du Moyen-Orient, d'Égypte, qui ont participé. Et les féministes, donc des personnes qui étaient connues pour leur militantisme. Les militantes féministes qui étaient connues pour leur vraiment et il y avait un fossé qui s'était créé entre les traditionnalistes et les modernistes, disons. Et là, ce congrès, tout le monde, en tous les cas la presse qui était présente, s'attendait à un clash, s'attendait à ce que, bon, d'abord, il y a peu de gens qui ont cru que ça allait prendre cette importance-là. Et puis, le clash ne s'est pas fait. Au contraire, l'échange était d'une cordialité, l'échange était 85 interventions, des ateliers, il y a eu des dizaines et des dizaines d'ateliers sur des sujets les plus, je dirais, les plus pointus et les plus problématiques. Le voile, il y a une exposition sur l'histoire du voile qui a attiré tous les jeunes étudiantes qui venaient par car entier visiter, assister aux séances et visiter cette exposition qui est restée unique en son genre, parce qu'il n'y a jamais eu après une exposition de ce genre. Donc, et là, on est parti avec cette idée de... C'est là où est née cette idée. Pourquoi ne pas aller plus loin? Et ce plus loin, c'était quoi? Eh bien, c'était de proposer une journée internationale du vivre ensemble. C'était pas vivre ensemble. On n'avait pas encore le mot paix. Le mot paix est venu plus tard. Parce que pour nous, le vivre ensemble, c'était, je dirais, presque une réalité. Puisque ça avait réussi à Cannes, on a dit, bon, ben, il faut démultiplier cette idée et faire en sorte que ce vivre ensemble soit une réalité. Et à partir de ce moment-là, on a eu les signatures, les premières signatures. Donc ça a été une délibération de tous les participants. Il y a eu un vote. Et effectivement, tous ceux qui ont participé ont trouvé l'idée géniale. Et dans les recommandations, c'était une des recommandations, c'est d'aller et de proposer à l'ONU une journée internationale du vivre ensemble. Donc, quelque part, Cannes a donné la dynamique, mais qui était sur une ville. Et voilà que maintenant, on escaladait la montagne. C'est l'Himalaya, hein, les Nations Unies, c'est pas... Absolument. Et on est parti avec cette idée à New York, comme on est une ONG et on est une ONG avec un statut spécial auprès de l'ECOSOC. Bon, on est allé vers, on ne connaissait pas les rouages, de cette grande maison qui est le bâtiment des Nations Unies, toute cette diplomatie, tout ce... On est allé comme des enfants, ignorant tout,
des affaires du monde, elle se faisait, comment elle se travaillait, comment... Et on est arrivé au secrétariat général en disant, voilà, nous, on a gagné, comme si on est arrivé avec un trésor. Et nous avons regardé un peu, en disant, attendez. C'est pas si simple que ça. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut que ça passe au niveau Toute une procédure. du Conseil de sécurité, il faut ceci, il faut pas. Ça commençait à se compliquer. Et on a dit, pourquoi ne pas relever le défi? Après tout, on y va et puis on verra. Et d'année en année, on allait planter notre tente à New York avec le peu de moyens qu'on a, et puis de commencer comme un pèlerin qui, avec son bâton, d'aller de représentant à représentant, les Français, les Indonésiens, les Sud-Africains, les Sud-Américains, etc., les Canadiens. Alors il y a ceux qui disent, ah oui, le projet, c'est très bien. Mais vous savez, il vaut mieux le faire au niveau de la Méditerranée, c'est déjà pas mal. Et le faire au niveau du monde, attendez, International. il y a tellement de journées, il y a ceux qui disent, mais vous savez, on a tellement de journées que votre journée va passer inaperçue. Personne ne va s'intéresser à ça. Et puis il y a ceux qui nous ont dit, écoutez, là, c'est la maison des grands. Alors ici, c'est la cour des grands. Revenez, allez jouer ailleurs en disant, votre projet, ne rêvez pas, il ne va pas passer. Puis, ça a eu un déclic. Le fait que un pays, et puis surtout, il avait un poste important, la personne qui représentait ce pays avait un poste important aux Nations Unies, c'était la rencontre des cultures. Nous, dans notre innocence, on a dit, mais écoutez, vous nous demandez, en tant qu'ONG, avec un statut spécial au niveau du COSOC, de faire des propositions, et vous ne voulez même pas étudier notre proposition. Et là, le temps, il est monté un peu, et le bruit s'est répandu qu'une des institutions des Nations Unies avait refusé même de regarder le projet. À ce point. Alors, aux Nations Unies, c'est des choses qui ne se font pas. C'est plus subtil que ça. Et là, moi puisque c'est parti de l'Algérie, il y avait un choix. Parce qu'il fallait nous, en tant qu'institution, ONG, on ne pouvait pas présenter nous-mêmes la résolution. Il fallait qu'elle passe par un pays. Alors, quel pays? On a vu plusieurs pays. Il y avait des pays africains le Sénégal, par exemple, ils ont dit on est preneurs. Il y avait l'Indonésie. Ils ont dit preneurs. La France. Et c'est les Français qui nous ont dit, mais pourquoi? Il y a l'Algérie. C'est un pays musulman, arabe, africain. Et c'est de là qu'est partie l'idée. Et c'est vrai que moi, bien avant qu'on vienne vers l'ONU, j'en avais parlé, j'avais eu une rencontre avec le ministre de l'époque des Affaires étrangères, à qui j'ai soumis l'idée, il a trouvé, mais bon, on était très bien reçus, mais l'idée était un peu,
quel chemin la prendre, les difficultés, C'était trop gros. Oui, le ministre m'a fait comprendre à l'époque que c'était pas facile. C'est pas facile ce que vous souhaitez. C'est pas juste prendre une lettre et aller là. Il y a tout un travail. Et Dieu a fait que le représentant de notre pays, de l'Algérie, qui représentait l'Algérie en 2015-2016, parce que tout ça s'est passé dans ces années-là, il avait d'abord reçu des instructions, au moins de voir quelles sont les possibilités, et il y a eu sympathie qui s'est créée, et je lui dis, là, si vous avez voulu être nos partenaires là-dedans, là, moi, je ne vais pas me laisser faire par un tel pays qui nous barre la route. Ça, ou bien vous le faites, ou bien je vais aller ailleurs. C'était comme ça. La chose les Algériens ont pris ça, mais tous nos diplomates à l'époque, au niveau à New York, au siège des Nations Unies, ont pris ça à cœur. C'était plus une affaire c'est devenu quelque chose bon, à laquelle ils tenaient. Il y a eu la rencontre avec le président. Parce que le président, moi je ne savais même pas qu'il y avait un président des Nations Unies. Le secrétaire général, très bien. Oui. C'est celui qui parle au nom des Nations Unies, c'est lui. Mais un président, donc, mais chaque année, il y a une élection du président des Nations Unies pour l'Assemblée générale. Et cette année-là, donc, il y avait un monsieur qui était des Fidji, des îles Fidji, qui était élu, et l'ambassadeur, notre ambassadeur, a bien demandé une rencontre. Bon, parce que nous, on ne pouvait pas. Il était là pour recevoir les chefs d'État, les premiers ministres, des représentants d'État. Nous, on ne représentait pas un État. On était une ONG parmi des milliers d'ONG. Absolument. Puis la rencontre s'est faite. Son secrétaire nous a accueillis, il nous a dit, bon, ben, c'est temps, tout était cadré, on avait tant de minutes, pas plus, on présentait, et puis on sortait. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Dans la discussion qu'on a eue, le président, tout de suite, petit à petit, et on voyait le temps passer, et son secrétaire était affolé, parce qu'il avait d'autres rendez-vous, il était emballé par l'idée, et puis surtout de réparer voilà, ce geste qui a... Bon, pourquoi vous leur barrez la route? Et beaucoup de pays disaient, mais ces gens-là représentent quelque chose. Comment ça, c'est qu'un pays musulman et arabe présente une résolution sur le vivre ensemble, c'est une aubaine. Et vous leur barrez la route. C'est pas possible. Donc ça avait créé un malaise. Et le président a voulu réparer. Il était assez intelligent pour que... Et la discussion a pris... on a pris du temps, on a parlé librement, on s'est levé pour partir, et il m'a dit, attendez, on est sorti, parce qu'il a un balcon magnifique sur la rivière qui... New Jersey non, non. J'ai un trou de mémoire, et on est sorti sur le balcon, on a discuté, il m'a dit, vous voyez, un jour, on mettra une statue là pour symboliser ce vivre ensemble, et c'est là où le mot paix s'est rajouté. Ah. C'est dans cette à New York qui est né
c'est pas qu'un vivre ensemble, c'est un vivre ensemble en paix. Et c'est comme ça que les choses ont changé Mais il m'a dit, vous avez mon soutien. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que la résolution, ce sera par vote majoritaire ou à l'unanimité? Je lui ai dit, quelle est la différence? Il m'a expliqué la différence. Il m'a dit, majorité, si vous avez 51 pays qui votent pour vous, votre journée est... Et l'autre, il m'a dit, tous les pays, sans exception. J'ai pas réfléchi 2 minutes, je lui ai dit, c'est l'autre. Il m'a dit, mais attention, s'il y a un pays qui refuse... Ça tombe à l'eau. Tout tombe à l'eau. Je lui ai dit, je prends. Il dit, c'est difficile, c'est rare, c'est exceptionnel. Je lui ai dit, c'est... Alors, l'ambassadeur le regardait bien. C'est-à-dire, pratiquement, on s'est mis dans une situation, c'est pas c'est pas moi, mais j'ai mis notre pays, l'Algérie et l'ONG dans une situation, je veux dire, c'est la roulette russe, quoi. Tout à fait. Et ça a été inscrit ainsi. Et quand vous avez vu le marteau tomber? Alors j'ai vu l'humanité. Cet instant-là, il y avait une atmosphère, il y avait un moment, parce que des résolutions à l'unanimité, c'est extrêmement rare. Alors forcément, tous les représentants des nations, vous devez... Il y a un endroit où tout le monde vient vous féliciter l'Algérie, féliciter l'ONG qui a... Et puis ça défilait, donc on avait tous les... On avait notre résolution, la 72-130. La 72-130 à l'unanimité. À un moment où on était au bord de la guerre. Il ne faut pas oublier que décembre 2017, c'est l'élection de Trump, et nous sommes, avec la Corée, au bord de l'incident qui peut provoquer une guerre nucléaire. Donc l'atmosphère qu'il y avait à cette époque aux Nations Unies, c'était très tendu. Et voilà que vient quelque chose qui... Donc, on peut dire que c'est le hasard, mais c'est un moment exceptionnel, où les diplomates, d'un seul coup, ont senti, je pense, en tous les cas pour beaucoup d'entre eux, et ils me l'ont dit, un soulagement. Il y a quelque chose qui peut nous unir. Tout à fait. Honorable Cheikh Khaled Bentounes, on palpe bien toutes les difficultés que vous avez eues pour que cette journée existe. Et après toutes ces années, est-ce qu'on est arrivé justement à faire ensemble ou pas? Oh, le chemin est encore long. Mais il y a des signes, déjà au niveau, ça a permis d'avoir aujourd'hui, avec le Canada, donc l'observatoire des villes du vivre ensemble. Et ça a donné naissance à une charte signée par les capitales du monde. Nous sommes aujourd'hui à une cinquantaine, à plus, on a dépassé la cinquantaine, on est presque à 57 capitales et grandes villes du monde. Ça représente des millions de gens. Et à travers l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique, c'est une réalité. L'après, c'est que c'est pas un reproche que je fais à l'Algérie, c'est pas un reproche que je fais à notre pays. Mais notre pays, c'est une fois qu'elle a été faite, elle est née, elle n'a pas été sevrée. Parce qu'un pays qui réussit ce prodige, ce miracle d'avoir une résolution à l'unanimité, absolument,
Ces nouvelles sont changé totalement je veux dire, c'était une chance inouïe pour notre diplomatie, c'était une chance inouïe aussi pour le pays lui-même. Parce qu'il faut savoir que le jour où la résolution, et un an après la date de sa célébration, le pays entier l'a célébré. Entier. Les gens sont sortis dans les rues, les écoles. Il y a eu des rues qui ont été nommées 16 mai ou le 16, avec des jardins qui ont été faits, etc. Donc il y a eu un impact fantastique. Et une prise de conscience que le vivre ensemble, ça commence par nous. Que nous puissions vivre véritablement en paix avec nous-mêmes, s'entendre, se parler, franchement, parler de nos problèmes. Donc, forcément, il y avait un travail. C'était un outil considérable que les Africains ont utilisé. Justement, cette année, la première bougie qui a été soufflée, donc il y a eu tout ce pays qui l'a célébré. Cette année, nous avons soufflé la 4e bougie, donc la JVEP, elle a 4 ans. Vous avez vu, vous l'avez constaté vous-même, parce que je sais que vous suivez tous les événements de la JVEP, qu'elle a pris un élan international. Cet élan international, cette année, on est arrivé au Liban, en Égypte, au Togo, au Congo, aux États-Unis, au Canada, l'Allemagne. Alhamdoulilah, exactement. C'est beaucoup de pays qui ont fédéré, qui ont participé cette année à la JVEP. Et cette année, elle a été couronnée par la Déclaration universelle du vivre ensemble en paix. Voilà. Cheikh Khaled Bentounes, cette Déclaration universelle du vivre ensemble en paix que nous sommes en train de signer actuellement et que nous faisons aussi appel à tous les citoyens et les citoyennes, qu'attendez-vous de cette déclaration? Alors, vous savez, c'est un rappel. Ce n'est pas uniquement une journée. Aujourd'hui, cette journée, pour moi, est le moyen d'aller plus loin. D'aller plus loin, c'est quoi? C'est l'éducation, les enfants, les écoles. C'est là qu'il faut bâtir ce nouveau monde qui est en train de naître. C'est dans les consciences des générations à venir. Et leur faire vivre, partager, réfléchir et grandir avec ce vivre ensemble en paix. Pour qu'ils puissent construire leur avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. C'est ça le but. Le but, c'est pas pour une journée, pour faire une journée. Le but, c'est comment atteindre les consciences et notamment les générations à venir. Pour que nous soyons, les adultes d'aujourd'hui, puissent tracer, donner du sens pour ceux de demain. Leur donner un moyen de pouvoir, une vision différente. C'est pour cela qu'il y a le guide de l'éducation à la paix. Vous pouvez nous en parler juste 2 minutes, s'il vous plaît. Donc c'est le travail sur lequel je me suis lancé. Et puis depuis que nous avons le Covid, ces 2 années, eh ben, il y a une équipe. On s'est mis à une équipe. Il y a de la Belgique, il y a l'Allemagne, il y a la France, et il y a l'Algérie, il y a l'Indonésie. Et c'est des pédagogues, donc il y a aussi des universités, en tous les cas des professeurs d'université, des pédagogues et des formateurs qui sont avec nous. Et on a commencé à travailler sur une pédagogie. Comment avoir une pédagogie pour passer de la culture du jeu à la culture du nous? Comment implanter dans les consciences que nous sommes une lettre de cet alphabet qui s'appelle l'humanité. Et que chacun de nous, séparé de l'autre, et le Covid l'a prouvé, le monde s'arrête. Comment réussir à unir, à se mettre en synergie sur des choses du bien commun, pour un bien-être partagé, pour une dignité, pour la justice,
pour une économie du bien-être et pas une économie du profit. Dans un petit groupe, 1% de l'humanité bénéficie et le reste ne cesse de descendre. Dans ce réchauffement climatique, comme le Covid, quel pays peut arrêter le réchauffement climatique, sinon tous ensemble? Quel pays peut nettoyer les mers des pollutions qui sont en train de tuer les océans et les mers, si ce n'est ensemble? Donc toute cette culture du nous, elle est importante à enseigner dans les écoles, de la maternelle à l'élémentaire, au secondaire et dans l'universitaire, et à investir dans la paix. Parce que beaucoup de gens croient que la paix, c'est juste l'absence de conflit. Quand il n'y a pas de guerre, ben nous sommes en paix. Non! La paix est une énergie. C'est une extraordinaire énergie. La paix, c'est un état d'être. Être en paix avec soi, être en paix avec l'autre, et être en paix avec la nature. Ça se conjugue à plusieurs niveaux. Comment avoir une agriculture de paix? Comment avoir une économie de paix? Et vous avez vu, monsieur Steller, aujourd'hui, oui, cette économie de paix dont je rêvais. Nous avons aujourd'hui des hommes, des scientifiques, qui disent oui, et qui l'enseignent. Pourquoi elle n'est pas enseignée partout? Donc quel est l'investissement aujourd'hui dans la paix? Si vous investissez dans la guerre, ben vous avez la guerre. Aujourd'hui, l'investissement dans les conflits, dans les guerres, c'est 13% de l'économie mondiale, 17 000 milliards de dollars. C'est énorme. Alors, et la paix? Quel est l'investissement dans la paix aujourd'hui? Dans l'enseignement, il n'y en a pas. On n'en parle pas. On n'éduque pas à la paix. On n'enseigne pas la médiation qui permet d'éviter les conflits. Donc, on a travaillé sur ce... Et aujourd'hui, en Algérie, il y a quand même 13 écoles pilotes qui fonctionnent avec ça. Et la Maison de la Paix aussi en la Maison de Paix en Hollande. Et vous avez vu qu'une ville comme Nice, eh bien, pas plus tard qu'il y a 2 jours, va dédier un endroit, et quel endroit? Sur la Croisette, et elle va recevoir le titre à l'unanimité. Là aussi, le conseil municipal, une voix. On a décidé de faire du CUM, du centre universitaire méditerranéen, de le rendre la maison la maison méditerranéenne de la paix. C'est extraordinaire. Quel changement! Oui. Et si on ne pousse pas, ben peut-être que ça va faire réagir le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, les pays africains, les pays arabes qui ont les moyens. Pourquoi n'investissent pas pour leur peuple, pour la concorde, pour l'échange en paix, pour se vivre ensemble en paix? Absolument. Qu'est-ce qui nous empêche d'enseigner ça à nos enfants, de construire notre économie, de construire notre industrie? Qu'est-ce que ça veut dire, l'économie de la paix? Ça ne veut pas dire qu'on revient à la charrue et... Non! Ça veut dire, avant de construire ou de créer ou de bâtir une économie, on réfléchit. Quelle est l'économie du bien-être? Celle qui fait le plus de bien. On ne pense pas seulement quelle est l'économie qui fait plus d'argent. Ça, on le voit. C'est une catastrophe. Le pétrole ramène beaucoup d'argent. Une fois il est haut, une fois il est bas. Quand il est haut, tout va bien. Quand il est bas, on est par terre. Donc, ce n'est pas une solution. La solution, c'est de bâtir une économie basée sur le bien-être. Le bien-être et du bien commun. Nous avons un territoire immense, nous avons des minerais, nous avons une jeunesse extraordinaire.
et de l'orienter vers tout ce qui répare une technologie réparatrice. On prend de la technologie ce qui est utile pour tous. Pas des technologies qui sont suicidaires. Parce qu'elles te donnent de l'argent aujourd'hui et elles te polluent pour des siècles. Nous avons encore la chance d'avoir des pays dont la terre n'a pas été souillée. Alors, il faut prendre conscience que là, c'est le trésor. Nous avons un trésor qui nous a été légué par nos aïeux. Il faut en prendre soin et le transmettre aux générations à venir par la paix, l'entente, le vivre ensemble. Nous avons fait en Algérie, c'était exceptionnel. Les mathématiques et le vivre ensemble. 27 universités du monde étaient présentes avec nous. 110 inspecteurs généraux de toute l'Algérie. En 2018 à Mostaganem. En 2018, en juillet 2018. 15 jours ensemble. Ça a été d'une richesse. Qu'est-ce qu'on en a fait? Rien. Rien. Pourquoi? Donc, on est entre, comme des, je dirais, ni éveillé, ni endormi. On est entre deux. On est entre deux, et le moment est venu de dire, si vous ne le faites pas, eh bien aujourd'hui, d'autres le font. Exactement. Mais on ne peut pas priver, parce que la journée d'aujourd'hui, la JVEM appartient à tous. C'est une journée des Nations Unies. C'est une journée dont l'UNESCO est chargée de la célébrer. Donc elle est pour tout le monde. Eh bien, que chacun puisse œuvrer pour se vivre ensemble en paix. Tout à fait. Cheikh Khaled Bentounes, permettez-moi de vous dire, je salue votre savoir, je salue votre énergie, je salue votre dévouement à l'humanité, je salue aussi votre courage et votre volonté pour que la paix règne dans ce monde actuellement. Moi, personnellement, je vous remercie infiniment de tout ce que vous faites. Je vous remercie de nous avoir donné de votre temps si précieux aujourd'hui et de nous avoir accordé cette interview. Et je vous laisse dire votre dernier mot. Alors, mon dernier mot, il est écrit sur Aïssa, c'est même shi'ar, comme on dit. Hein, oui, le slogan. Le slogan c'est l'espérance, c'est le vivre ensemble, c'est un choix. Et aujourd'hui, eh ben, chacun est devant sa conscience. Qu'il soit éducateur, qu'il soit politique, qu'il soit industriel, ou simple citoyen et citoyenne, chacun est devant sa conscience. Qu'est-ce qu'on veut? Quel monde veut-on? Ou bien on veut certains veulent faire éclater ce monde. Parce que pour eux, ce système, il est inguérissable. On ne peut pas le gérer, on ne peut pas. Il y a des dominants, il y a des dominés, et on ne pourra jamais changer les choses. Et il y a ceux qui disent non, on peut changer les choses par l'éducation. Au moins tenter cette espérance et de rassembler cette humanité à travers la sagesse. Pas par la contrainte, pas par l'idéologie, pas par le religieux. Regardez le film qu'on a vu hier sur le vivre ensemble et le faire ensemble. Il était magnifique. Regardez ce défi qui a été relevé dans tous les pays qui sont en conflit. C'est des gens comme nous. C'est des citoyens, simples citoyens, ce n'est pas des politiques. Ils se sont relevés en faisant quoi? Eh bien, le bourreau d'hier et la victime d'hier se sont rencontrés, ils ont dit, on se pardonne et on se met ensemble pour relever notre pays. Et ça a réussi, ça a marché. Regardez, on a vu dans les États-Unis une ville entière où il y a un endroit où il y a l'église, dans l'église, les catholiques, les juifs, les musulmans, ils se rencontrent, ils partagent. Ça, c'est... Donc, le vivre ensemble est capable de nous emmener
de casser les tabous, de casser ce formatage de nos esprits. On s'accroche à quelque chose, au désespoir en quelque sorte, à détruire même nos pays. Regardez la Libye, regardez la Syrie, regardez l'Irak, regardez l'Afghanistan. Et combien de pays encore vont subir cette tourmente, cette tempête destructrice, pour comprendre enfin que la solution, elle est dans la paix. Parce que la paix, c'est une énergie. Mais il faut investir dedans. Il faut éduquer nos enfants dedans. Voilà mon espoir. Revenir vers les fondamentaux. Un des noms divins qu'on appelle Asma'Allah al-Husna, les plus beaux noms de Dieu, et la paix. J'ai fait un poème sur ça. La paix, c'est un nom divin. Donc c'est une énergie, c'est une force. On ne l'a jamais imploré. On n'a jamais voulu... une énergie, c'est comme toutes les énergies. Il y a des énergies fossiles. Celle-là, c'est l'énergie spirituelle. Absolument. Il y a des énergies atomiques. Celle-là, elle est 1000 fois plus forte que l'atomique. Mais il faut être dans la sincérité. Je vous remercie infiniment, Cheikh Khaled Ben Tounes. Je vous dis en arabe, Rabbi Tawal fi Amrak. Ajmaïn, Inch'Allah.